reçoit Julien Langella. Donc, pour présenter Julien Langella, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il est militant depuis ses 17 ans. Il a commencé par l'Action française en 2006 avant de rejoindre les Jeunesses identitaires et de participer à la fondation de Génération identitaire en 2012, dont il est l'auteur du manifeste Déclaration de guerre. Catholique de conviction. Il a ensuite rejoint l'équipe d'Academia Christiana, dont il est le vice-président. Et nous lui devons des ouvrages tels que La jeunesse au pouvoir, catholique et identitaire de la manif pour tous à la reconquête, Refaire un peuple pour un populisme radical. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, merci, Julien Langella. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Refaire un peuple, Frédéric Mistral. J'aimerais commencer par une citation de Frédéric Mistral. « Je ne tiens pas à perdre en un jour les bénéfices conquis par 30 ans d'isolement, loin de la politique. Je n'appartiens à aucun parti et je ne demanderai jamais rien à aucun triomphateur d'un côté ou de l'autre. Mais dans tous les partis, j'ai travaillé pour faire des adeptes à l'idée que je poursuis et de tous les côtés sont venus des champions de bonne volonté, car il ne s'agit pas ici de faire une majorité électorale, il s'agit de refaire un peuple. » C'était toute la mission que s'était donnée Frédéric Mistral. Et il faut pour ce grand ouvrage l'appui de tous les éléments. Refaire un peuple. Envoyer cette déclaration de Mistral, qui est en fait une réponse à l'un de ses amis qui lui proposait de se présenter aux élections, peut sembler contradictoire, peut-être même avec l'objet, la mission que s'est fixée Novellum et beaucoup de mouvements identitaires à travers la France. Mais je crois au contraire que l'approche mistralienne, sa vision de voir la fin d'un monde, la Provence du 19e, et comment y remédier, en tout cas sur le champ culturel, eh bien, est riche de leçons pour les militants de l'identité du 3e millénaire. Refaire un peuple. Comment ? D'abord, avant de prétendre refaire un peuple, voyons dans quel état se trouvait le peuple au temps de Mistral. Cette Provence qu'il voit, peut-être pas exactement mourir, mais commencer d'agoniser, c'est une Provence qui subit déjà les dégâts d'une certaine immigration, de la grande industrie et d'une désertification du monde rural. À partir du mi-temps du 19e siècle, dans la seconde partie du 19e siècle, on voit bien que ce qu'on appelle progrès prend une dimension nouvelle et qu'on n'est plus dans une vision évolutive, mais un progrès technique, plutôt changement, disons changement plutôt que progrès. Changement technique exponentiel. Les campagnes vont petit à petit se vider sous l'effet du vampirisme de l'industrie. Et en Provence, ce phénomène, bien sûr, il est quand même assez inégalement réparti. Il concerne surtout la région marseillaise, le littoral occidental où s'installera l'industrie. Mais les produits de la terre vont se vider petit à petit de leur valeur. L'agriculture donc va en souffrir. La ville payant mieux que la campagne, eh bien, celle-ci, la campagne va peu à peu se vider. Et les travailleurs qui auront quitté, par exemple, les Basses-Alpes, le Vaucluse, seront remplacés par des Italiens, des Espagnols, des Grecs et bientôt des Kabyles. Donc le grand remplacement a commencé par ces préliminaires là, dès la fin du 19e siècle. Il fallait beaucoup d'ouvriers dans ces nouvelles usines. Et puis on a vu des grandes exploitations agricoles manger les anciennes petites fermes. Et c'est l'origine notamment de ces vagues d'immigrés dont on voit encore aujourd'hui le fruit, particulièrement dans le Vaucluse, dans toute la plaine de la Durance et voilà, aux alentours du Rhône. Ces étrangers, même partiellement intégrés, écrit l'historien Pierre Rollet, ont brisé la cohérence ethnique de la Provence, perturbé les usages traditionnels, fait reculer partout le provençal, en un mot, créé une situation de type colonial, accentuée par la mainmise d'éléments non provençaux sur la grande industrie régionale. Tout cela est documenté en fait dès la fin du 19e siècle. En 1862, le préfet des Basses-Alpes, devant le Conseil général, constatait que des familles entières de cultivateurs avaient émigré dans les Bouches-du-Rhône, voire en Algérie. Donc en fait, vous voyez qu'il y a un exil. Aujourd'hui, on parle de white flight pour parler des Blancs qui quittent les banlieues. Il y avait pas mal de travailleurs blancs qui quittent les campagnes à cette époque, qui s'installent en ville, voire plus loin, attirés par l'épopée coloniale ou par les promesses dorées, souvent trompeuses, de la colonisation. La jeunesse quitte les villages et les campagnes pour les grandes villes ou pour l'étranger, cherchant un salaire dans l'industrie. L'optimisme était de règle. On pensait que l'implantation industrielle s'équilibrerait entre Gap et le Rhône, évitant le déracinement, la désertification. Alphonse Daudet, pourtant parisien une bonne partie de l'année,
avait bien compris que c'était que la première étape vers un grand effacement, pire que le grand remplacement. D'ailleurs, on a fait bien des injustices à Daudet, qu'on a vu comme anti-méridionaliste, et au contraire, il a chanté la faconde, la jovialité, la galéjade provençale, qui est une partie aussi, en effet, de l'esprit provençal. Je vous cite Le secret de Maître Cornille, parce que parfois on peut avoir envie de lire de grandes œuvres très profondes et très denses sur les changements qui se sont opérés à cette époque, mais pour moi, rien ne vaut Daudet, qui est un vrai fils de Mistral, dans la mesure où il a peint à travers ses lettres la fin d'un monde. Et voilà, je pense que c'est essentiel pour comprendre d'où vient le mal. Le dimanche, nous allions au moulin, par bande. Là-haut, les meuniers payaient le muscat. Les meunières étaient belles comme des reines, avec leurs fichus de dentelle et leurs croix d'or. Moi, j'apportais mon fifre et, jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon, donc dans les plaines. Tout beau, tout nouveau, les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé aux minotiers et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte et l'un après l'autre pécaillerait. Ils furent tous obligés de fermer. On ne vit plus venir les petits ânes, les belles meunières vendirent leurs croix d'or, plus de muscat, plus de farandole. Le Mistral avait beau souffler, eh bien les ailes restaient immobiles, les ailes des moulins. Puis un beau jour, la commune fit jeter toutes ses masures à bas et l'on sema à la place de la vigne et des oliviers. Ce qui, pour nous, est le symbole de la Provence, la vigne et les oliviers, c'était le symbole de la fin pour Daudet. Parce que pour lui, c'était le début d'une monoculture intensive qui abolirait la diversité des paysages provençaux. Vous voyez où nous en sommes. Et donc là, on voit bien que le travail et tout l'art de vivre autour du travail, qui est plein de savoir-faire des meuniers, eh bien, génère une culture. Il n'y a pas de culture sans travail. Il n'y a pas de culture enracinée. Il n'y a pas de folklore, qui est un terme qui n'est rien de péjoratif au départ, hein, la culture traditionnelle d'un lieu. Il n'y a pas de folklore sans occupation de la terre, sans travail de la terre, sans travail tout court, c'est-à-dire sans savoir-faire manuel et même intellectuel. On ne refait pas un peuple, on ne refait pas une culture uniquement par du divertissement. Aussi intéressant soit-il, le Puy du Fou, le Rocher Mistral, c'est très bien, bien entendu. Seulement, ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas à réveiller l'âme d'un peuple. C'est ce qu'avaient compris déjà Mistral et Daudet en voyant disparaître les activités traditionnelles et donc l'économie traditionnelle de Provence. Alors, sous l'Ancien Régime, on cite souvent le cas de l'édit de Villers-Cotterêts, 1539, qui cherchait en fait surtout à lutter contre le latin et qui va donc exiger que les actes administratifs soient rédigés en français. Mais dans la vie quotidienne, on parle le provençal. Et le provençal va se perdre progressivement, essentiellement sous la Troisième République, et puis quand les sangs des Basques, des Berrichons, des Bretons, etc., vont se mélanger dans les tranchées de 14, là, il va y avoir, en effet, pour moi, on accouche de la France dans les tranchées de 14. Avant, la France existe comme une aventure collective, mais il n'y a pas de France au sens de culture. Quand on parle de culture française, on parle de terroir, on parle de gratin dauphinois, on ne parle pas de gratin normand, on parle d'aïoli, qui est une spécialité de chez nous. Il y a cette culture française, il y a là-dedans une mosaïque de terroirs sans laquelle la France n'existe pas. La France est une communauté de destin. José Antonio Primo de Rivera disait qu'une nation, c'est une communauté de destin dans l'universel. La France, en tant que nation, c'est une unité de destin dans l'universel, mais qui repose sur quelque chose de profondément charnel. Et tout cela va, en effet, subir les assauts euh, d'une volonté uniformisatrice qui va s'exprimer particulièrement à l'école à partir de 1794. Là, il y a un décret qui est paru et qui promeut l'utilisation prioritaire du français dans toutes les écoles de France. Bon, l'école n'était pas encore publique, donc les effets du décret sont assez faibles. Et le provençal n'est autorisé qu'à titre secondaire. On va monter en intensité jusque dans les années 1850, 1864, où une lettre du ministre de l'Instruction demande aux inspecteurs de l'université, je cite, quels seraient les moyens les plus adéquats de faire disparaître au plus tôt les patois populaires. C'est vraiment un choix politique qui a été fait et un choix qui va de pair avec la grande œuvre uniformisatrice, notamment dans le droit, promue par les révolutionnaires et par leurs descendants. Et puis il y a ces fameuses méthodes d'humiliation, vous savez, comme le jeu du vachard. On mettait une cloche de vache au cou du premier qui osait utiliser un mot de sa langue maternelle à l'école. Et une fois qu'il recommençait à parler français, qu'il suspectait un autre, qu'il assistait, qu'il voyait un autre utiliser un mot en patois, eh bien, il pouvait lui redonner la cloche. Et c'était à celui qui porterait la cloche, donc à la toute fin de la journée, eh bien, d'être puni par le maître. Évidemment, ça reposait aussi sur la dénonciation.
Et donc voilà, par l'humiliation à l'école, on a déraciné en effet nos enfants. Il y avait aussi le sou. Le sou, c'était une pièce marquée d'un signe qui était remise à un enfant de la classe qui devait la donner à son tour, et ainsi de suite. Donc par la délation, par l'espionnage, on a peu à peu anéanti ou tenté d'anéantir les langues de France à l'école. D'où le fameux texte de Mistral, Au popolo nostre, un poème à notre peuple, paru en 1905. Pauvre peuple de Provence, toujours plus abîmé, sans abri ni défense, abandonné aux outrages. À l'école, ils arrachent la langue de tes parents et l'on achève ton déshonneur, peuple, en te dénaturant. Ils te pétrissent le cerveau, ils t'endoctrinent comme un niais, pour qu'à la fin, la manivelle tourne pour tous de la même manière. Vous voyez à quel point c'est actuel. Remplacer ce combat contre les langues régionales par l'apprentissage de l'usage d'un préservatif ou des différentes gammes d'identités sexuelles à l'école. Et vous voyez que ce phénomène-là, en fait, il est ancien. Et aujourd'hui, on a tendance à fantasmer l'école de la Troisième République. On fantasme sur ces hommes en noir. euh, et on pense que c'est l'école traditionnelle. Parce que l'école traditionnelle classique serait forcément ultra autoritaire et à la schlag. La réalité, c'est que l'école traditionnelle, c'est un précepteur, souvent un vieux sage, un abbé, voilà, un homme qui a des connaissances, un érudit qui, à l'arrière d'une grange, sur un banc, réunit des élèves, se met face à eux et leur apprend un peu la vie. Et l'après-midi, eh bien, voilà, ils sont pas cloîtrés entre quatre murs, ils apprennent la vie, ils sortent. Et c'était l'éducation intégrale, qui est aujourd'hui très à la mode, avant la lettre. Donc il n'y a rien de traditionnel dans cette école de la Troisième République, qui est en fait une caserne. C'est vraiment une caserne dans laquelle on enferme les enfants pour en faire de bons salariés à l'usine. C'est cohérent avec la transformation économique subie par tout le pays à cette époque-là. Donc le provençal est banni des écoles publiques voilà, jusqu'à nos jours. Et Mistral déjà comprenait que le combat n'était pas seulement linguistique. Parce que l'étude même de la littérature méridionale au collège était interdite. En 1898, le ministre de l'Intérieur et des Cultes interdit aux prêtres l'usage du provençal dans leurs homélies. Vous imaginez, 1898. Donc pour la plupart des Provençaux, le provençal reste la langue maternelle. Donc on cherche à éradiquer le provençal dans la totalité de la vie sociale. D'ailleurs, c'est l'essence même du totalitarisme. C'est une dynamique qui cherche à s'imposer dans la totalité de la vie sociale. Alors évidemment, le jacobinisme, pour des raisons idéologiques, va initier cette destruction de la langue, mais il a quand même d'abord été lancé à la faveur du capitalisme industriel par l'ascension d'une nouvelle classe, une classe bourgeoise qui va renier ses racines paysannes, qui va renier ses racines régionales. Une bourgeoisie ingrate et méprisante à l'égard de ses racines. Je vous cite ce fameux critique littéraire Pontmartrain qui, à la sortie de Mireille, 1859, la première œuvre de Mistral est la seule œuvre en langue régionale qui reçoit un prix Nobel. Et donc il écrit « Quel dommage que ce chef-d'œuvre soit écrit dans la langue de nos domestiques ». Voilà, c'est pas pour rien que Mistral consacra sa première œuvre et son chef-d'œuvre au petit peuple des campagnes, au peuple qui travaille. Et puis avec Alain Dalle, en 67, le petit peuple des pêcheurs, la terre et la mer. Mistral parle de toutes les Provences. Mistral jamais ne chanta la bourgeoisie d'affaires. Mistral chante les travailleurs, d'où qu'ils soient. L'objet de Mistral, c'est le peuple des producteurs, des travailleurs, ceux qui vivent de leurs mains et de leur savoir-faire, pas que de leurs mains d'ailleurs, dans une relation ténue et ancestrale au terroir. Alors comment il a envisagé de refaire ce peuple, Mistral? Il y a 3 grands éléments que je vous présente. 1, la restauration de la langue. La langue provençale, écrit Mistral en 1856, ou si vous préférez, la languedoc. Et pour Mistral, parfois la langue provençale, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui les languedoc. Était autrefois la langue de toute l'Europe. C'est à peine si les autres nations commençaient à jargonner que les Provençaux avaient déjà une langue riche, souple, pure, musicale. Les chevaliers, les dames, les rois, les empereurs la parlaient par délice et n'étaient jamais si contents que lorsqu'ils pouvaient entendre la chanson harmonieuse d'un troubadour. C'était la langue par excellence de la poésie, le provençal, selon Dante, le poète italien. Puis rappelons-nous de cette reine d'Angleterre au XIIIe siècle, Éléonore, fille de Raymond Béranger V, dernier comte catalan de Provence, qui apporta l'art des troubadours à la cour britannique. Donc cette langue provençale a rayonné sur tout le vieux continent. Mais alors qu'en est-il au temps de Mistral? Pourquoi cette mission qu'il s'est fixée? Parce que le provençal était en train de se transformer en patois, au sens péjoratif du terme,
lorsque voilà, il décida, avec d'autres, hein, comme Joseph Romani, de le tirer de sa torpeur. Le provençal était devenu un langage essentiellement parlé, avait abandonné certaines règles orthographiques en même temps qu'il était moins utilisé à l'écrit. Et tout ça est la conséquence d'un phénomène politique, la parisianisation de la France. Les choses se font, se décident. À Paris, tout ce qui se passe à Paris, un Parisien éternue et puis le Provençal attrape un rhume. Et donc petit à petit, le Provençal va se dégrader. Il nous fallait un outil léger, un outil frais et moulu, écrit Mistral au sujet de la langue provençale qu'il veut relever. Pardonnez-moi. L'enjeu était de créer une orthographe conforme. Pardon, ça va être un peu technique, hein, je vois certains qui piquent du nez, mais on va se réveiller. Il veut offrir au provençal une orthographe conforme à la prononciation contemporaine, mais sans détruire la tradition. Il dit on va prendre un peu de phonétique, tout en essayant de garder des formes un peu anciennes, un peu comme le E, pour prendre un cas dans le français, le E accent circonflexe dans forêt, qui indique qu'autrefois, il y avait un S après le E. Bon, il va adopter un petit peu la même pédagogie. Mais quand il lit le verbe savoir en français, savoir en vieux français c'était S, CCD, A, VOIR, VOIR, et puis il y avait des équivalents en provençal. Il va supprimer certaines lettres qu'il juge inutiles. C'est un choix assez pragmatique qui est fait par Mistral. Au moment où d'autres langues, notamment le français, le castillan en Espagne, se codifient de la même manière. Toutes les fois que l'ancienne orthographe ne contrarie pas la prononciation actuelle, nous avons pour elle un respect filial. Toutes les fois que l'ancienne orthographe ne contrarie pas la prononciation actuelle. Il prend les Provençaux là où ils sont. Il va chercher les Provençaux là où ils sont. Il veut refaire un peuple, mais il ne fantasme pas le peuple. Il sait que ce peuple est abîmé. Première leçon de sagesse de Frédéric Mistral. Donc il adapte l'orthographe aux modifications que le temps a apportées à la langue. Il restaure certaines formes anciennes du Moyen-Âge quand c'est nécessaire. Les fameuses diphtongues, Provençau, Souleu, le soleil, etc. Il supprime des lettres muettes, comme je vous l'ai dit. Il adopte toute une gamme d'accents inspirés du français qui restitue fidèlement le son. Donc il rompt avec la volonté qu'on retrouve dans le latin, voilà, de ne pas accentuer de manière écrite l'intonation. Et puis il admet, selon les lieux, des graphies un peu différentes. Il respecte quand même la diversité des expressions du provençal. Donc c'est un système qui est souple, mais qui est ordonné. En fait, c'est un système fédéraliste. La liberté dans l'unité. Le but, c'est de servir le peuple en se faisant comprendre de lui, mais pour le tirer vers le haut. Ce n'est pas du nivellement par le bas. Donc cette réforme félibréenne, la réforme des félibres, des poètes autour de Mistral, réunis autour de Mistral au sein du félibrige, elle est à la fois finalement aristocratique et populaire, hein, la démarche de Mistral. Il faut quand même se rappeler que Mistral, c'est quelqu'un qui avait toute une cour d'apprentis poètes à ses pieds à Aix-en-Provence quand il faisait son droit. Il s'est fait des amis à Paris, notamment un certain Lamartine. Et il avait là aussi toute une cour de poètes à ses pieds autour de lui. Il avait beaucoup de femmes à ses pieds et il a décidé de s'enterrer pendant 20 ans pour écrire son œuvre. Il s'est enterré pendant 20 ans. Il aurait pu, s'il avait connu notre époque, faire un carton comme influenceur sur TikTok, mais il a décidé qu'il allait s'enfermer pendant 20 ans dans le mas de ses parents pour écrire un dictionnaire en 15 tomes sur tous les termes du provençal. Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'il y a des associations qui nous permettent de réapprendre le provençal, de réapprendre le galoubet, la flûte provençale et beaucoup d'autres traditions. Parce qu'il a choisi de s'enterrer comme la cigale. Vous savez, la cigale, elle creuse sa galerie pendant l'essentiel de sa vie, puis un jour, elle sort, et puis elle chante, et elle meurt quelques heures après. Mistral, c'est un peu ça. Il a travaillé comme un moine copiste, c'est un travail ingrat pendant des années pour faire éclore quelque chose d'assez, quelque chose de magnifique. Et voilà. Donc il a résisté à toutes les tentations du monde pour produire quelque chose qui dure jusqu'à nos jours. Ça aussi, pour moi, c'est une deuxième leçon à tirer, leçon militante notamment, de l'œuvre mistralienne. Et puis le couronnement avec ce prix Nobel de littérature accordé à Mistral, voilà, pour la première fois à une œuvre en langue régionale. Et en 1885 paraît le Trésor du Félibrige, donc ce fameux dictionnaire qui rassemble tous les mots usités dans les Languedoc, de Bordeaux jusqu'aux Alpes. 20 ans de travail, et donc comme je vous le disais, 20 ans sans Twitter, sans TikTok, 20 ans sans distraction superflue. L'œuvre de Mistral est celle ingrate, donc voilà, vous voyez, d'un sage reclus, d'un moine copiste. Triple mystère de l'amour, du patriotisme et du génie, écrit Bruno Durand. Deuxième arme qu'utilise Mistral, parce que Mistral, c'est la vertu de la communication. Il crée un journal, il crée l'Almanach. Alors c'est plus qu'un journal. C'est dans cette séance, dit-il à propos d'une réunion des Félibres, qu'on créa l'Almanach. Un petit recueil annuel qui serait le fanion de notre poésie, l'étendard de notre idée, le trait d'union entre les Félibres et le peuple.
Et l'almanach, donc, a un but communautaire, littéraire évident, mais c'est aussi, dit Marcel Descran, qui a écrit sur Mistral, une arme de propagande et de doctrine nationale. L'Armana, c'est le petit livre du peuple, écrit par des fils et des petits-fils de seigneurs, de propriétaires terriens, résolus à servir et à réveiller le peuple, à le faire sortir de sa dormition. Les faits libres, en fait, ressemblent un petit peu, si on veut, à ces prêtres ouvriers dans les années 50-60 qui vont chercher le prolétariat pour le ramener au Christ. Bon, alors certains, et même beaucoup, vont échouer, mais il y a un peu de ça, en fait, dans la démarche de Mistral. L'Armana, c'est un évangile de la Provence catholique. On y découvre des contes, qui sont des croquis de la société provençale, qui ont la valeur éducative des fables de La Fontaine et qui sont récités, qui sont lus aux enfants au coin du feu. On y trouve des pages d'histoire utiles aux professeurs, des leçons de choses, astronomie, botanique, météorologie, utiles aux enfants, utiles aux paysans. Des conseils de morale, utiles à tous, des recettes de cuisine, un chapitre de la Bible, un poème. C'est une œuvre d'éducation intégrale, distribuée partout et qui touche tout le monde. Oui, que la tradition, elle doit être utile. On ne va pas tomber dans un espèce d'esthétisme de mauvais aloi ou dans un romantisme un peu dévoyé. La tradition, elle repose sur le réel. Elle satisfait les aspirations, l'appétit profond du peuple. Sinon, bon, c'est un beau vêtement, mais il se déchire au premier coup de vent. Ça, Mistral l'avait compris. Toute la tradition, toute la raillerie, tout l'esprit de notre race se trouve serré dedans, à propos de l'Armana, écrit Mistral. Et si le peuple provençal un jour pouvait disparaître, sa façon d'être et de penser se retrouverait telle qu'elle dans l'Almanach des Faits libres. Aujourd'hui, l'Armana tire à 10 000 exemplaires. C'est pas mal. 500 la première année, et très vite, l'Armana tirera à 10 000 exemplaires. Troisième élément intéressant, vous allez voir que Mistral, c'est un homme complet. Il crée, dans le silence de sa chambre, du mas du juge à Mayenne, il communique, et puis il bâtit, il lance des initiatives, le Muséon Arlatin, le musée d'Arles. Mistral dresse le constat suivant: les coutumes, mais aussi les objets, les instruments universels en Provence au temps de Mireille sont remplacés, universels en Provence, très répandus dans toute la Provence, sont remplacés à la vitesse de la vapeur par l'industrie et deviennent donc introuvables. En moins d'un demi-siècle, des instruments de la vie quotidienne sont devenus introuvables. Alors que choisit de faire Mistral? Il ne choisit pas de pleurer, il choisit de les ramasser. Et il va créer un musée ethnographique dont il ferait l'illustration, qui ferait l'illustration de toute son œuvre. Mistral est un esprit vraiment, vous voyez, réaliste. Il ne conçoit pas l'idée pure, sans incarnation. C'est pour ça qu'il crée un musée. Pas pour enfermer des vieilleries derrière des vitres, mais pour rappeler à ce peuple provençal comment il a vécu pour que demain il puisse retirer de ce mode de vie l'esprit qui lui permet de durer dans l'histoire. Et donc, il va finalement bâtir un phare avec ce musée que vous pouvez visiter en Arles. Le pays d'Arles est celui qui répond le mieux à l'idée que l'on se fait de la nature provençale, dit-il. Les monuments gallo-romains, les arènes perpétuent le souvenir de l'Antiquité et aussi l'esprit de la chrétienté, quand le peuple se retrouvait autour des taureaux qui, dans la liturgie des jeux taurins, je crois qu'on vous a parlé de la corrida ce matin, voilà, nous savons que la corrida, vous ne le savez peut-être pas, mais la corrida est une liturgie. Ce n'est pas un sport, ce n'est pas un art, c'est une liturgie. Il y a un sacrifice qui est réalisé, qui symbolise vraiment la domination de la nature sauvage par l'homme. On peut imaginer même Saint-Michel qui abat la bête avec sa lance, quand le taureau sort du toril, c'est Saint-Michel qui abat la bête, la bestialité. C'est un triomphe de la civilisation, la corrida. Bref. Et donc voilà, il va rendre hommage à toutes ces traditions provençales et lui-même d'ailleurs a baptisé entre guillemets la corrida. Il dit: moi, à titre personnel, je ne suis pas un amateur de corrida, mais de fait, c'est conforme à notre génie provençal. Et donc, oui, je la revendique désormais comme un élément de l'identité provençale et il va se battre pour la défendre. Mistral est idéaliste, oui, mais il est réaliste. Il prend la Provence telle qu'elle est, les Provençaux tels qu'ils sont, et il les élève le plus possible. Donc le Muséon Arlatin, c'est un sanctuaire de l'identité provençale. Il rassemble tout ce qui se rapporte à la vie matérielle, à la vie psychique, collective des Provençaux. Le costume, les pièces des maisons et leurs objets caractéristiques, les bijoux, les meubles, les cloches, les filets de pêcheurs, les jeux, la vannerie, les bannières des corporations, les tridents des gardiens de Camargue, dont je vous parlerai en conclusion, le monde de Mireille, le monde de la terre, le monde de Calendal, le monde de la mer, eh bien, se retrouvent au Muséon Arlatin. Là, proclame Mistral le jour de l'inauguration du musée, vous pouvez voir tout ce qu'a fait notre peuple dans son génie de race. Donc il protège des témoignages matériels du génie d'un peuple pour qu'il puisse inspirer les générations
suivante. Il souhaitait que l'âme provençale ne meure jamais, et pour ça, il avait conscience que le support de cette âme, le témoignage matériel de cette âme, devait être conservé. Il n'était pas plus archaïsant ou folkloriste ou muséifiant que les Romains qui élevaient des arcs de triomphe à la gloire de leurs conquérants. C'est exactement la même démarche en fait adoptée par Mistral. Si on veut chanter la race des meuniers, la race des vignerons et la race des bâtisseurs, il faut chanter les moulins, il faut chanter la vigne et il faut chanter les abbayes bénédictines. C'est ce qu'avait compris Mistral. Et donc, il a compris qu'une race pouvait mourir, et s'il a voulu conserver, c'est pour que l'on puisse, à notre tour, restaurer. Il ne s'agit pas de mettre une culture dans du formol, il s'agit d'en préserver des éléments avant que les pillards, soit les pillards en esprit ou les vrais pillards comme ceux de la Révolution française, ne les éparpillent. Mistral a semé pour que nous puissions récolter. Exactement d'ailleurs comme Richelieu plantait des arbres pour que 300 ans après on les coupe et qu'on en fasse des bateaux afin de donner une marine à la France. Projet de très 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 longue haleine. Mistral a dressé le portrait d'un monde qu'il savait et qu'il voyait dépérir pour qu'on ne puisse pas dire un jour « Ah ben voilà, en fait vous parlez d'un passé idéalisé, vous parlez d'un passé fantasmé », exactement comme nos adversaires nous disent « Mais non, mais la France gauloise, la France européenne, blanche, c'est un mythe. La France a toujours été métisse. » Eh bien, comme Mistral faisait de l'art provençal avec la Provence qu'il avait sous les yeux, la vraie, eh bien, nous fondons des foyers, nous nous efforçons de fonder des familles de Français d'Europe avec des Français d'Europe, sans conservateurs et sans édulcorants. Alors, être mistralien aujourd'hui. À première vue, notre monde, me direz-vous, n'est pas celui de Frédéric Mistral. De nos jours, la masse anonyme, les puissances d'argent, la bureaucratie ont enseveli le paysan et l'artisan que Mistral, lui, voyait à peine commencer de disparaître. Mais au fond, il y a une différence de degré, mais il n'y a pas une différence de nature entre le monde de Mistral et le nôtre. Comme Mistral, en son temps, nous sommes devant la fin d'un monde. Il a vu la fin des moulins, nous voyons celle des frontières, du mariage, de la famille, de la distinction des races et des sexes. Comme lui, nous sommes à la croisée des chemins. Être mistralien aujourd'hui, je crois que c'est être véritablement radical. Vouloir traiter les problèmes à la racine en même temps que s'enraciner pour s'élever. La vraie prudence, aujourd'hui, alors que tout s'effondre, c'est l'audace de risquer la folie, de risquer le scandale, de risquer l'humiliation, de risquer d'être moqué par le monde. Si on ne suscite pas le scandale par des manières de parler anciennes, en refusant les anglicismes, en mangeant de la nourriture de chez nous et pas quelque chose de dégueulasse et de transformé, si on a peur de ce scandale-là, et qu'on refuse de s'engager dans cette démarche qui est une démarche missionnaire, hein, presque religieuse, on peut le dire, c'est le signe sûr que nous nous sommes trompés. Voilà, si on se défile devant cette mission que nous sommes donnée, quelque part, c'est qu'on a déjà trahi. Vous connaissez certainement cet adage. Il faut vivre comme on pense, sinon on finira par penser comme on aura vécu. La mesure de ce qui peut encore être sauvé dépend de l'existence d'hommes qui se tiennent debout devant nous, non pour prêcher des formules, mais pour être des exemples. Disait, non pas un grand fait libre, mais quelqu'un pas mauvais quand même, Julius Evola. Non pour aller à la rencontre de la démagogie et du matérialisme des masses, mais pour réveiller des formes différentes de sensibilité et d'intérêt. À partir de ce qui peut encore subsister parmi les ruines, reconstruire lentement un homme nouveau. L'animer grâce à un esprit et une vision de la vie bien précis. Le fortifier par l'adhésion intransigeante à de vrais principes. Voilà, ça c'est le message, je crois, aussi de Mistral. Le combat identitaire, il doit être une entrée en religion. Suivant Mistral, faisons de notre vie une croisade quotidienne pour notre identité. Réapprenons les vieux mots de notre langue. Choisissons de n'appeler certaines choses que par des mots de chez nous. Et puis suscitons l'étonnement, la curiosité tout autour de nous. Et petit à petit, c'est comme ça que nous serons missionnaires. Si on arrête de dire week-end et qu'on dit bonne dimanchade, en référence au vieux provençal une dimanchade, petit à petit, alors ça va rire, ça va se moquer gentiment, et puis un collègue de travail, deux collègues de travail, et à la fin, les gens vont petit à petit utiliser des termes qui va peut-être pas les changer fondamentalement, mais qui va leur montrer qu'on peut vivre autrement. Être un témoignage déjà radical, c'est énorme à notre époque.
Voilà, il manque pas d'ouvrages qui recensent les traditions populaires selon les saisons, les jours de l'année. C'est très facile quand même de s'enraciner. En fait, dans la plupart des villages ou des villes, il y a, les vieux amis, enfin les amis du vieux Narbonne ou autre et on peut apprendre la langue. Moi, on m'a offert il y a quelques années, le folklore de la Provence et j'ai la liste de toutes les traditions provençales par moment de l'année. C'est mon livre de chevet et je découvre cela alors que je n'ai pas du tout élevé dans la culture provençale et petit à petit, eh bien, on offre un témoignage de cet enracinement. Par exemple, à la Chandeleur en Provence, avec les cierges qui ont été bénis à la messe, on bénit les entrées de la maison. Par exemple, en Provence, en tout cas chez moi dans le Var, eh bien, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on portait une couronne d'épines. On faisait porter une couronne d'épines aux garçons et une couronne de fleurs aux filles le jour de leur première communion, pour justement casser le côté commercial, festif, consumériste de la première communion. Ça peut être ça, la première Rolex ou je ne sais quoi. Il paraît qu'on rate sa vie si on n'a pas une Rolex le jour de sa première communion. Je déforme un peu la citation, mais c'est ça. Quand on porte une couronne d'épines, on est appelé au martyr. On sait qu'on communie aussi au Christ souffrant et qu'on sera peut-être appelé un jour à témoigner avec sa peau de ses convictions. Voilà, c'est un signe très fort de faire porter une couronne d'épines à un enfant. Alors oui, ça parle, les gens trouvent ça un peu décalé. Et puis, je le vois dans ma paroisse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 familles. Il y a une famille en plus chaque année qui décide de faire porter la couronne d'épines et de la conserver dans un coffre ou sur l'autel de prière familiale, comme on conserve une robe de baptême. Et on refait un peuple comme ça. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe au diaporama. J'ai quand même une dernière chose à vous montrer au sujet d'une incarnation concrète du mistralisme. Et c'est donc la Camargue. Et en particulier le costume des gardiens. Vous allez voir qu'il y a un homme qui va appliquer la leçon mistralienne et qui va en faire vraiment, c'est des travaux pratiques. Il va en faire un travail pratique, il va appliquer la leçon mistralienne au cadre de la Camargue. C'est le marquis Folco des Baroncelli, qui est un seigneur désargenté, totalement désargenté. Il est salarié, mais il descend d'une race de croisés et d'une race de diplomates qui a beaucoup travaillé au service des papes en Avignon. Et donc le marquis de Baroncelli va se prendre d'amour pour la Camargue. Il va quitter son hôtel particulier en Avignon pour rejoindre les terres difficiles, notamment pour son épouse, de Camargue. Donc il va affronter les moustiques, la stérilité, les marécages. Sa femme ne va pas rester longtemps en Camargue d'ailleurs, elle va vite rentrer chez lui. Donc voilà ce qu'il découvre. Il découvre ce qu'on appelle, nous, le gardien. En français, l'équivalent, c'est un bouvier, quoi. Et puis aux États-Unis, c'est un garçon vaché, c'est-à-dire un cow-boy, si vous voulez, sauf qu'il y a beaucoup plus de noblesse, évidemment, chez le gardien. Il garde des taureaux, des chevaux. Donc là, vous avez une tenue assez classique, finalement, de paysans, très fonctionnelle, efficace, une casquette à la française. Ça ne se différencie pas beaucoup de la vie de n'importe quel homme de la terre dans une autre province. Et puis, le marquis, qui se prend d'amour pour les gardiens, va lui acheter un mas et ouvrir une manade et partager la vie de ses gardiens. Donc il va renoncer à son train de vie, qui était quand même confortable, même s'il était salarié, parce qu'il vivait dans le palais de ses aïeux. Et il s'installe là-bas, là aussi comme Mistral, même démarche, un peu ce prêtre ouvrier de la Camargue. Et après la réforme, et donc le marquis, merci, va proposer un autre habit. Alors ça c'est toujours l'habit assez classique. Et le marquis va proposer un habit nouveau pour les gardiens. Voilà. Après la réforme du marquis, on a des hommes qui sont en cravate, en chemise, qui ont des pantalons dits en peau de top, avec un liseré noir, un chapeau, des bottes avec un type d'étrier particulier, une selle particulière. Lui-même, qui a la tête d'une manade, va sélectionner sur des générations les bêtes pour expulser le gène espagnol et retrouver une vraie race de taureaux camarguais. Donc il recrée une race de taureaux et il donne un habit aux gardiens camarguais. Alors, il y avait d'autres images, mais ça ne fonctionne pas. Ah voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable. On dit que le marquis Folco des Baroncelli a inventé la Camargue. C'est pas vrai, il n'a pas inventé la Camargue. Mais il s'est baissé à l'oreille de la Camargue et il lui a chanté « Tu es belle et je te propose quelque chose, je vais te revêtir d'un habit de lumière. » Et il donne cet habit de lumière au gardien camarguais dont il fait une chevalerie de l'esprit provençal. En fait, on peut un peu dire que le marquis Folco de Baroncelli, il a inventé la sapologie, si vous voulez. Ce n'est pas les Togolais, on se doutait qu'ils n'avaient pas inventé grand-chose. En fait, c'est le marquis de Baroncelli. Voilà. Donc ça, c'est incroyable. Alors ça, c'est un habit d'apparat à gauche. Ils avaient aussi souvent des bottes, etc.
mais ils n'avaient pas tout le temps un foulard ou une lavalière. Mais vous voyez, ils redonnent ces lettres de noblesse à la Camargue. Et aujourd'hui, pour le monde entier, c'est ça la Camargue. Mais ça, les amis, ça n'a même pas un siècle et demi. Vous voyez comment on refait un peuple, vous voyez comment on refait une identité. C'est quand même incroyable. Pour nous, c'est évident, mais ça a moins d'un siècle et demi. Aujourd'hui, il y a une charte. Il crée la Nation Gardiane, une association de gardiens qui promeut une charte de l'habillement des gardiens. Donc, il va s'inspirer un peu du modèle des Garçons Vachers, parce qu'il va accueillir Buffalo Bill et les Indiens en tournée en France, en Camargue. Et ça va être la rencontre des Camarguais et puis des Indiens, et puis du monde aussi américain. Mais attention, il refusera, il prendra des éléments comme la chemise, il reprendra des éléments comme les éperons, mais il demandera toujours à des artisans de fabriquer des éperons selon les canons français. La selle n'est pas la selle américaine. Donc ça reste tout ça fabriqué par des petites mains provençales et ce sont des canons artisanaux français et provençaux. Et puis, il y a évidemment cette croix de Camargue. Voilà, encore des habits. Ah, c'est magnifique. Hein. Voilà, ça a moins d'un siècle et demi. Il a redonné véritablement, vous voyez, un panache esthétique à la Provence à travers ce costume camarguais, qui est là aussi, certains pourraient dire archéofuturisme, pourquoi pas, moi je trouve ça tout simplement réaliste. La chemise camarguaise, elle est portée par tous les jeunes gens dans les arènes, qu'ils soient gardiens ou non. C'est une chemise, donc c'est un habit moderne, mais selon des motifs, c'est sûr qu'ils sont devenus traditionnels, qu'ils n'étaient pas pour nous, pour les Provençaux autrefois, mais qui sont devenus à la fois traditionnels et modernes dans le sens acceptable du terme, c'est-à-dire à la mode, quoi. Et puis donc je reviens sur ma croix de Camargue, si elle daigne s'afficher. Je crois qu'il y a un mauvais génie païen qui m'empêche de diffuser la croix de Camargue. Ah, voilà. Voilà la croix de Camargue, elle est inventée en 1924, elle a un siècle. La Camargue, qui a une identité pluricentenaire, eh bien, elle est symbolisée par un symbole, aujourd'hui que beaucoup de Camarguais ou de Provençaux des Alpilles ont tatoué sur le bras. Il a un siècle ce symbole. C'est-à-dire qu'un jour, Baroncelli a dit à son ami illustrateur, dessine-moi quelque chose. C'est une invention. Il a inventé quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est ça la Camargue. C'est l'encre qui symbolise l'espérance, la vertu qui nous fait avoir confiance en Dieu. Et voilà, on est ancré, donc on a confiance, on peut marcher dans le monde parce qu'on sait qu'on est aimé et attendu. Il y a ce cœur qui est la plus grande des vertus, la charité, et puis évidemment le trident camarguais. L'outil numéro 1 des gardiens. Donc la croix camarguaise, elle a un siècle, et aujourd'hui elle est inséparable de la Camargue. Donc on peut être traditionnaliste, on peut vouloir conserver son mode de vie, un art, une tradition, et en même temps vouloir inventer, innover et être une avant-garde. Voilà, c'est ça le message de Mistral, c'est en toute chose refaire un peuple. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Julien pour cette conférence.